Pourquoi sommes-nous fascinés par l'intelligence artificielle? Parce que notre esprit conscient agit comme une intelligence artificielle. Donc, quand nous la voyons, nous interagissons avec elle, nous l'engageons, nous communiquons avec elle. En fait, nous reconnaissons que c'est ainsi que notre cerveau fonctionne. Docteur Constantin Pavlidis, le fondateur d'Oracy Health. Je pense que c'est un élément clé, surtout si l'on considère la façon dont nous intégrons l'intelligence artificielle dans notre vie et notre travail mental. Comment nous intégrons, apprenons, construisons, opérons le changement, nous adaptons, combinons et créons une vie souveraine. Plan de vie. Eh bien, ça s'appelle le blueprint d'ailleurs. Ensuite, il y a le lifeprint et puis il y a le cosmoprint. Et le but de responsabilité sociétale des entreprises est d'attirer les gens pour qu'ils viennent et développent la vision nécessaire pour se comprendre eux-mêmes dans la vie. Bonjour à tous, mon équipe et moi avons créé des contenus et histoires qui informent, inspirent et vous apportent une réelle valeur ajoutée. Prenez un instant pour vérifier votre abonnement si ce n'est déjà fait. Soutenez notre travail et restez informés de chaque nouveauté. Rejoignez-nous dans cette aventure d'apprentissage. Appuyez sur le bouton d'abonnement et restez à l'écoute pour nos dernières nouveautés. Docteur Constantin Pavlidis, vous êtes sans doute l'une des personnalités les plus fascinantes. J'ai rencontré un travail qui touche à beaucoup de domaines différents, du pionnier des sciences cognitives à la médecine intégrative, en passant par le fait d'être auteur, métaphysicien, éducateur scientifique et conférencier international primé, ainsi que fondateur et chercheur. Ainsi, votre travail construit de l'expérience et des couches dans la façon dont vous abordez la sagesse traditionnelle, la recherche scientifique, la thérapie, la médecine traditionnelle et les arts du mouvement. Vous êtes le fondateur d'Oracy Health et du Centre pionnier pour les soins de santé intracréatifs, et vous vous spécialisez dans les diagnostics avancés et les thérapies holistiques. Et l'une des choses fascinantes, c'est que vous considérez le spectre du bien-être mental, émotionnel et physique. Donc, j'aimerais commencer par une question que j'aime poser. Dans votre cas, je risque d'être un peu provocateur. Donc, en tant que personne qui est bien sûr hors ligne, nous discutons beaucoup de... Vous avez beaucoup de souvenirs, je dirais, des souvenirs très vifs de votre enfance et comment cela a changé et fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, en partant de là jusqu'à la personne que vous êtes aujourd'hui et la personne qui a été présente dans toutes ces différentes capacités. Parlez-nous un peu de votre enfance. Et je sais qu'elle a eu un grand impact sur la personne que vous êtes aujourd'hui. Et aussi, beaucoup de choses dans votre enfance ont déjà façonné la personne que vous êtes devenue. Eh bien, pour revenir à mon enfance, j'ai grandi à Sydney, en Australie, et c'était une période très inhabituelle et magique. C'était les années 60 et tout était en train d'être exploré, comme nous le savons maintenant, une époque de hippie, de flower power et de paix. La paix, mec, pas la guerre. J'ai en fait deux aînés. Mon frère a 4 ans de plus et ma sœur presque 10 ans de plus. Et dans une large mesure, c'est elle qui s'occupait beaucoup de moi parce que ma mère était toujours très occupée. Et l'aspect de la guérison est apparu. Je posais aussi mes mains sur les chevilles de ma sœur. Elle avait des problèmes, elle glissait et avait régulièrement des gonflements, mais ma mère souffrait d'arthrose. Et je me souviens très clairement que ma mère touchait mes mains et sentait qu'elles étaient très chaudes. Elle a dit: «Oh, intéressant. Pose tes mains ici.» Je les ai mises sur ses genoux. Elle a demandé: «Alors, tu ressens quoi?» J'ai dit: «Très chaud et très douloureux. En plus de sentir l'inflammation, je pouvais aussi bien ressentir.» À l'époque, je ne savais pas si c'était ça, mais plus tard, j'ai compris qu'il s'agissait d'une mauvaise circulation, d'une inflammation et de beaucoup d'usure. Donc, elle a travaillé très dur toute sa vie. Et après environ 5 minutes, je secouais simplement mes mains et elle se sentait beaucoup mieux. Et j'ai remarqué qu'elle pouvait se lever, marcher et faire des choses qui normalement lui poseraient des problèmes. Donc, cela a été l'introduction à mon esprit conscient de ce que je pouvais faire avec mes mains. Mais la partie importante là-dedans, c'est que je lisais ses cellules.
et j'ai réalisé que le corps avait un langage différent de celui que nous parlons et utilisons avec notre bouche. Et donc nos pensées dictent les mots et les mots précèdent les actions. Et ce qui se passe dans notre corps la plupart du temps après un certain âge. Et je dirais que c'est probablement au moment où nous atteignons l'adolescence et que les hormones changent, nous oublions cette séquence. Le corps possède son propre langage. Aujourd'hui, grâce aux neurosciences, on peut dire c'est l'interface. Ce langage est l'interface entre le système nerveux, le système hormonal et le corps électrique. Parce qu'en dehors de ces trois-là, et du fait que nous sommes constitués à 70% d'eau en volume, mais à 99% d'eau au niveau moléculaire. Donc, nous examinons l'interaction qui se produit en ce qui concerne l'eau, et je suis très précis à propos de l'eau. L'eau n'a pas seulement des états solides, liquides et gazeux. En plus des trois phases, la quatrième phase est le gel, dont notre cerveau est principalement composé. Et la cinquième phase est appelée zone d'exclusion. Lorsque vous avez de l'eau à l'intérieur d'un objet, comme disons un verre d'eau, les molécules qui se trouvent sur le bord forment un type de stratification ou d'alignement différent. Et cela s'appelle la zone d'exclusion. L'eau étant parfois aussi appelée eau en vrac, mais la zone d'exclusion est appelée eau facile. Ce terme a été inventé par Gerald Park Pollock, qui est un scientifique américain de l'Université de l'État de Washington. C'est un collègue très proche et un collaborateur de quelqu'un qui est un ami à moi, Vladimir Vayekov. Et Vladimir est le chef du département de biologie à l'université Lomonosov à Moscou, qui est sans doute la meilleure université de Russie. Et ce dont j'étais conscient depuis ma jeunesse, puis en avançant vers mes études plus tard, c'était que l'eau avait quelque chose de particulier en termes de structure, de fonction et de capacité à retenir la mémoire. Maintenant, Masaru Emoto a fait beaucoup de recherches dans ce domaine, en observant les messages cachés de l'eau et la façon dont les molécules d'eau peuvent se structurer différemment lorsqu'elles s'adaptent à une influence extérieure. Donc, il a expérimenté avec de l'eau, disons un bécher ou un récipient d'eau placé sur un panneau indique « Je te déteste », un autre « Je t'aime ». Et ensuite, ce qu'il faisait, c'était de congeler l'eau pendant le processus où l'eau était décongelée à partir de l'état gelé. Donc, en gros, en revenant à l'état liquide, on voyait des cristaux. Et l'eau qui avait reçu des influences négatives incluait de la musique rock lourde. Je crois que c'était Death Leopard ou quelque chose comme ça. C'était de la musique rock lourde, contrairement à des affirmations positives comme « Je t'aime, tu es une personne merveilleuse », où ils ont joué Mozart à 7 O, donc cette musique, les fréquences de l'eau ont impacté les molécules et les fréquences du son provenant de l'extérieur ont impacté les molécules d'eau. Et c'est très important à comprendre. Nous sommes des êtres biorésonants. Et la plupart du temps, d'une manière ou d'une autre, nous avons consacré énormément d'efforts et d'attention. Et aussi une grande importance à la faculté mentale de notre esprit conscient et à l'intellect en ce qui concerne la façon dont nous faisons l'expérience des choses. Parce qu'il interprète, et cette interprétation devient une perspective dominante et une réalité expérientielle plus forte que celle qui se passe réellement à l'intérieur de notre corps. Donc, je soutiens que l'intelligence présente dans nos cellules est bien supérieure à celle qui se trouve dans notre esprit conscient. Notre corps est capable de tout garder cohérent et uni 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout au long de notre vie. Et il fait cela constamment pour essayer d'établir un état dynamique et non statique. L'homéostasie signifie garder les choses aussi proches que possible de l'équilibre dans nos états psychiques, mentaux, émotionnels et physiologiques. Sortir de l'ordre, c'est donc comme un système de régulation qui cherche constamment
à maintenir l'équilibre autant que possible. Votre corps le fera sans que vous ayez à lui dire. Nous tenons aussi beaucoup de choses pour acquises. Et le plus gros problème que j'ai remarqué, c'était la discorde et le manque d'écoute que cela crée entre ce que votre esprit conscient vous dit qui se passe et donc ce que vous considérez comme important dans une situation dans laquelle vous vous trouvez ou dans les pensées et les sentiments que vous avez. Et ce qui se passe réellement dans le corps 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour essayer de s'adapter à ce que le corps traverse. Donc, la base pour moi, appelons cela le catalyseur qui m'a poussé à explorer tout cela. Et souvenez-vous, cela remonte à assez longtemps. Dans les années 70, j'ai réalisé que j'utilisais des techniques thérapeutiques car ma mère était thérapeute et guérisseuse et elle était capable de traiter des luxations, des entorses, des contusions, des fractures, des coupures, des morsures d'araignées venimeuses et de serpents, etc. Elle était un peu comme le médecin au pied nu du village. Donc, j'ai appris ces techniques et plus tard, à la fin de mon adolescence, j'ai commencé chez des techniques thérapeutiques de médecine, des ajustements de shiatsu, des ajustements chiropratiques et ostéopathiques, et aussi l'acupuncture et l'utilisation de la médecine chinoise. Je suis allé au Japon et j'ai étudié le Kampo, qui est un développement de la médecine chinoise. Et puis, à la fin de la vingtaine, j'ai commencé à m'intéresser au système médical tibétain et au système mongol, qui sont essentiellement le même système. Je me suis ensuite intéressé au système traditionnel d'autres cultures, comme le système médical Yunani, qui est le système arabe, qui est devenu, disons, très répandu parmi les techniques médicales islamiques. Et ce système était basé sur Hippocrate, le système hippocratique des humeurs, et puis examiner quels sont les facteurs communs à tous ces systèmes médicaux traditionnels, ayant également étudié les alternatives, comme je l'ai mentionné, qui à l'époque étaient considérées comme une alternative à la médecine conventionnelle, ce qui est le sens même du mot alternative. Et complémentaire désigne tout ce qui complète la médecine conventionnelle. Et la médecine conventionnelle, c'est la médecine allopathique, qui en soi est basée uniquement sur non, on peut l'appeler occidentale, mais c'est une perspective scientifique mécaniste et newtonienne, tridimensionnelle de la vie. Et au fond, la base de tout cela, c'est uniquement la confiance. Ce que vous pouvez voir et toucher, qui est physique et mesurable, et donc déterminable et reproductible. Donc, je me suis retrouvé dans cette situation où je faisais l'expérience, et aussi depuis l'enfance, souvent, et je dis bien souvent, de me retrouver en dehors de mon corps, hors du corps. Des expériences, du moins consciemment, depuis que j'avais 7 ou 8 ans, et je savais que ce n'était pas une expérience bizarre ou étrange, mais plutôt quelque chose qui était une extension, comme un prolongement du spectre de la conscience de la vie quotidienne. Donc, nous savons maintenant que lorsque nous allons dormir, nous essayons en fait soit de nous connecter à, soit d'aborder les problèmes que notre esprit conscient n'a pas pu gérer lorsqu'il était conscient. Et donc, nous l'éteignons temporairement, nous le mettons en pause en fait. Et puis ces problèmes ou ces questions se manifestent sous la forme de scènes, de scénarios. Vous pourriez par exemple rêver en observant des scénarios sans y participer. Première couche du rêve. La deuxième, c'est que vous voyez des scénarios et vous êtes impliqué, vous êtes un acteur dans ce scénario. Et la troisième, c'est que vous voyez des choses. Vous n'êtes pas seulement impliqué, vous êtes le protagoniste, ce qui est très important. Et la quatrième, c'est le niveau où vous pouvez ressentir. Donc, vous sentez littéralement, vous goûtez et vous touchez. On sait qu'on rêve, mais on ressent tout comme si c'était réel. Et puis, le cinquième niveau, c'est de se retrouver consciemment en dehors de son corps, en train de faire des choses comme si vous étiez dans votre interface tridimensionnelle. Mais vous savez, ce n'est pas parce que vous pouvez traverser les murs ou passer à travers un plafond. C'est donc ce que j'avais observé
et c'est devenu très courant pour moi tout au long de ma jeunesse. Et beaucoup de ces expériences inhabituelles, la guérison, le fait de me retrouver dans un état modifié, de me retrouver en dehors du corps, de cette manière, m'ont amené à vouloir explorer, utiliser la science d'une manière qui pourrait d'abord explorer, ensuite découvrir et enfin expliquer ces phénomènes paranormaux et métaphysiques. Et cela est devenu la base, je pourrais l'appeler, des débuts et le catalyseur de mon parcours. C'était peut-être une quête, mais très certainement, j'ai vu et vécu la vie d'une manière très différente. Ce souvenir m'est venu alors que j'avais environ 12 ou 13 ans, pas vraiment très jeune. Tu te souviens d'avoir passé un test d'orientation professionnelle? Et le représentant à l'école a dit: qu'est-ce que tu veux faire ou devenir quand tu seras grand? J'ai dit: je veux maîtriser l'esprit, le corps et l'âme humain. Et ils m'ont regardé et ont pensé: on va avoir du mal avec celui-là. Alors je n'ai rien dit de plus que ça. Mais j'étais très investi dans l'étude et la pratique des arts martiaux, en particulier le tai chi, le qigong et Wing Chun Kung Fu depuis l'âge de 12 ans. Enfin, à 10 ans, j'ai commencé le judo, à 6 ans, et le karaté à 8 ans. J'ai vu Bruce Lee à l'écran et je me suis dit, c'est ça que je veux faire, m'entraîner et lui ressembler. J'ai été inspiré par un processus qui m'a aidé à comprendre que mon corps physique, et je le vivais de façon certaine et totale, n'était pas une machine ou simplement un organisme. D'une certaine manière, je vivais mon extérieur et mon intérieur comme un intermédiaire. Cela permettait, surtout quand les yeux étaient fermés, mais pas nécessairement d'aller vers ce que j'appelle le plus grand espace. Donc, notre corps physique est une sorte de microcosme. L'environnement extérieur, je l'appelle le cosmos intermédiaire, le mésocosmos. Et puis, il y avait le plus grand espace dont nous parlons tous. Et vous levez les yeux vers les étoiles la nuit et vous imaginez qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus vaste et de plus lointain que les simples limites de votre corps physique ou même les limites de ce que vous voyez autour de vous au quotidien. Et cette interface me fascinait et j'ai vu qu'il y avait une tendance à vouloir s'interroger, contrairement au fait d'être simplement curieux. Je vois la curiosité comme étant liée à l'instinct de survie. Et de cette façon, c'est la part animale en nous, parce que nous avons tous ce gène de survie qui est là depuis des millions d'années. Et il est essentiel d'établir un sentiment de sécurité, de confort et de sûreté à la maison. Et aussi, je vois cela comme quelque chose de féminin et une dynamique interne qui nous soutient et qui est absolument essentielle quand nous sommes très jeunes, surtout jusqu'à l'âge d'environ 6 ans. Et ensuite, nous voulons sortir et explorer, devenir plus sociables. Donc, alors l'énergie masculine, si vous voulez, concerne la protection, l'orientation et l'expansion. Donc, ces deux-là forment la base au fil des années de la mère intérieure et du père intérieur, chacun avec une partie masculine, féminine et neutre. Et ces deux-là interagissent et communiquent avec votre enfant intérieur. Donc maintenant, nous introduisons la psychologie dans ce que j'appelle ce paradigme que j'ai. Il a évolué depuis maintenant 4 décennies. Donc, ma première influence forte a été l'expérience de la guérison, de quitter mon corps et d'observer que j'étais dans un état inhabituel. Des décennies plus tard, lorsque j'ai fait mesurer mes propres ondes cérébrales, d'abord avec un électroencéphalogramme à 32 canaux, puis avec un bonnet à 64 canaux d'électroencéphalographie, les relevés ont montré que même lorsque je n'étais pas assis, les yeux fermés et censé entrer dans un état méditatif, que ce soit un état de type zen ou un état de vipassana, qui va à l'intérieur et essaye de explorer et d'expérimenter le corps de l'intérieur et d'écouter les messages du corps. Le zen consiste davantage à observer
de l'extérieur ce qui est là sans être perturbé ou influencé par l'instinct de survie, le cortex, vous savez, le mécanisme de lutte ou de fuite. Et puis, il y a l'étendue. Là, la vipassana consiste à aller dans le cœur et à développer la qualité du service, de l'humilité et de la bonté dans de nombreuses traditions de sagesse. Et j'ai essentiellement défini 4 états. Et le dernier consiste à se connecter avec le principe universel, que ce soit la divinité ou la monade, où il existe différents termes qui se rapportent à quelque chose de similaire, pas toujours exactement la même chose. Il y a généralement une très légère différence. Cela crée en fait un changement massif dans ce paradigme en raison de la différence de perspective sur ce qu'est réellement le principe d'unité. Et donc, au fil des années, j'ai créé ces 4 états de méditation et nous examinons les 2 principaux, où en fait, Avant que tu n'y ailles, parce que je veux y aller étape par étape, donc je t'en remercie. Donc, à partir de cet impact sur ton enfance et de cet impact qui a créé la personne que tu es aujourd'hui. Donc, pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de toi, donnons-leur un peu d'informations à ton sujet. Je veux juste souligner que tu es, comme je l'ai mentionné, en plus d'être un entrepreneur et un développeur personnel, thérapeute et aussi une personnalité, tous les domaines que tu touches. Tu as également une formation approfondie qui va de l'éducation jusqu'à un doctorat en dimensions humaines et sociales des sciences et technologies, un doctorat en psychologie et sciences cognitives, un doctorat en psycho-ontogénétique, un doctorat en médecine intégrative et un doctorat en neurosciences et psychologie clinique. Donc, pour les personnes qui te connaissent, Constantin, parle-nous de toi de façon synthétique, au moins pour que les gens sachent. mon parcours en ce qui concerne l'exploration de ce qui a été catalysé depuis l'enfance m'a amené dans différents domaines. Et à l'époque, ce qui m'intéressait ou me fascinait n'existait pas vraiment. Ni le sujet, ni la matière elle-même n'existaient. Donc, il y avait beaucoup d'exploration et cela m'a mené vers différentes zones de, disons, spécialisation que j'ai développées. Et par conséquent, il y a une approche très holistique au minimum et ensuite intégrée. Holistique signifie que nous avons beaucoup de parties différentes réunies en un seul endroit. Et intégré signifie que ces parties ont trouvé un moyen de se connecter les unes aux autres, de communiquer, puis de développer quelque chose de nouveau. Donc, c'est un niveau d'existence très, très différent. Une fois que ces différentes parties transmettent plus ou moins l'information qu'elles possèdent de l'une à l'autre, puis se transforment elles-mêmes. Dans ce qui était essentiellement mon système médical intégré, j'ai examiné ce qui pouvait intégrer l'allopathie, qui est le système médical occidental basé sur la science, et bien sûr maintenant la technologie, avec un système médical complémentaire, alternatif et traditionnel. Ainsi, la plupart des modèles qualifiés d'intégratifs ou connus comme holistiques ne cherchent pas réellement à trouver la plateforme ou même le pont entre l'allopathie et les autres modalités complémentaires, alternatives et traditionnelles. J'ai donc utilisé une base fondée sur les 6 formes d'énergie qui nous entourent dans la nature et dans l'univers. Autant que nous le sachions, la lumière, le son, l'électricité, les champs magnétiques, le plasma de Tesla qui se produit naturellement dans la foudre et les ondes radio qui existent naturellement dans les ondes cosmiques. Nous avons déjà des dispositifs existants. Donc, je n'ai pas développé les dispositifs, mais j'ai développé une façon de les utiliser pour activer les membranes cellulaires, l'activité cellulaire et les organites d'une manière qui nous permet d'obtenir des résultats très rapides. Donc, le principal, disons, le facteur déterminant était, par exemple, si quelqu'un avait eu un accident de voiture et s'était cassé 20 os, au lieu de prendre 6 à 8 mois ou plus pour récupérer, je pouvais accélérer cela à 6 à 8 semaines en utilisant de nombreuses modalités différentes parce que le corps s'adapte très rapidement. Donc, si on utilise une modalité une seule fois, par exemple la lumière, et qu'on l'utilise tous les jours, le corps s'y habitue. Mais si vous commencez à créer de nouvelles formes de stimulation en même temps, comme au cours d'une même séance,
le corps est constamment stimulé pour répondre plutôt que de réagir. À l'origine, essentiellement, il entre en réaction, puis il commence à répondre. Et c'est là que la capacité naturelle de guérison est augmentée et améliorée. Donc là, et le système médical que j'ai mis en place est basé sur mes expériences que j'ai étudiées dans de nombreux contextes différents au cours des 3 dernières décennies dans différents pays, y compris la Russie, l'Inde, la Mongolie, où j'ai travaillé à travers l'Europe avec des scientifiques aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et le facteur intégré pour moi, c'est notre corps lui-même, plutôt que d'utiliser une partie de nous qui est notre intellect. Et essayer d'étudier chaque chose isolément en séparant les différents aspects et niveaux de compréhension de nous-mêmes. J'ai en fait constaté qu'en mettant cette modalité particulière en pause, autre chose se révèle, autre chose est autorisée à se produire et cette chose peut se manifester et s'exprimer à nous plutôt qu'à travers nous. Se lancer dans l'étude, la compréhension, l'identification, l'isolement, puis l'étiquetage, d'accord? J'ai découvert ce qu'est ce phénomène et comment il fonctionne. Et en gros, je l'ai enregistré et j'ai écrit un article à ce sujet, par exemple. Donc, c'est la différence entre la vie elle-même et nous qui essayons de vivre notre vie. Nous ne sommes pas si... Je veux toucher. Donc, parce que, surtout pour les gens qui nous écoutent, vous êtes, je dirais, un coach personnel qui touche à tous les différents domaines et vous avez beaucoup de niveaux de conseils qui peuvent aider une personne à s'améliorer. Tous les domaines que j'ai mentionnés au début, donc je veux aborder cela. Donc, dans vos 2 réponses, vous avez évoqué la variété d'expériences que vous avez de Zenith Yoga à la maîtrise du mouvement, Kinosomasis, Kumnéathérapie et la médecine intégrative quantique, ainsi que la série Life Blueprint. Donc, pouvez-vous contextualiser un peu ces concepts? Parce que je pense que beaucoup de gens, ceux qui nous écoutent, ne les connaissent pas. Et en fait, c'est un podcast sur le business et la technologie. Mais j'apporte toujours le développement personnel. J'aimerais discuter comment vous intégrez ces éléments et en quoi ils améliorent la vie. Et aussi comment vous jonglez avec vos 40 ans d'expérience alors que vous avez travaillé dans plusieurs disciplines. Comment intégrer tout cela et combiner les traditions de sagesse ancienne avec la science moderne? Si vous pouviez parler de ces points en particulier, bien sûr, il y a beaucoup de choses ici. Oui. Donc, fondamentalement, à la suite de mon parcours, j'ai extrait les principes des traditions de sagesse. Je les ai appliqués dans un contexte clinique en utilisant un langage et une terminologie scientifique, ainsi que des techniques thérapeutiques et médicales. Pour une prise de conscience plus profonde d'une personne, appelons-la ainsi, un éveil et une compréhension d'elle-même, de ce qui se passe dans sa vie et de ce qu'elle pourrait vouloir accomplir, ou découvrir à la suite du processus d'interaction et d'apprentissage à écouter et à voir à travers ses propres yeux et oreilles intérieurement. En résumé, c'est ce que je fais et j'apporte cette expérience à tout, surtout dans l'affaire. Donc, j'observe les gens pour voir à quel point ils ont appris à s'écouter et à s'entendre eux-mêmes, et cela me donne une compréhension très profonde de là où ils en sont. J'appelle cela un état de vie. Donc, plutôt que de regarder la symptomatologie, comme lorsque vous allez voir un thérapeute, un médecin, etc., et que vous avez remarqué quelque chose qui vous dérange, que ce soit un syndrome de l'intestin irritable, un trouble de la peau, du psoriasis, de l'eczéma, des maux de tête constants, des problèmes pulmonaires, etc., il y a une condition qui attire votre attention. Et le système allopathique n'est en réalité pas un système médical en tant que tel. C'est un service d'urgence et d'accident. Et en tant que système d'accident et d'urgence, c'est de loin le meilleur sur la planète. Si j'avais un accident de voiture et me cassais 20 os, je n'irais pas chez un homéopathe, acupuncteur ou chiropracteur, mais aux urgences. Parce que tout leur mandat est conçu pour vous sauver, pour vous empêcher de mourir, tout simplement. Et tout le mandat de n'importe quel système médical, du système médical allopathique, est de stabiliser la condition, d'empêcher qu'elle ne s'aggrave
Nulle part il n'est indiqué qu'il se concentre sur la prévention ou la guérison. J'ai fini par comprendre que c'est quelque chose que le public a supposé, mais ce n'est pas le mandat d'un service des urgences et des accidents. Basé sur la science, ils excellent en recherche. Évidemment, les budgets elles sont là. La motivation est là pour faire la recherche et explorer, étendre, élargir et développer de nouvelles façons de traiter. Appelons-les les troubles connus. Nous avons, je pense, environ 20 000 nouveaux troubles apparus ces 50 à 60 dernières années. En conséquence de ce qui a été introduit dans notre environnement, notamment les métaux lourds et les champs électromagnétiques, les nanoparticules de plastique, les aliments que nous consommons qui sont hyper transformés, et puis l'impact psychomental et émotionnel des réseaux sociaux, et comment cela détourne notre attention de notre capacité à réellement avoir une concentration soutenue. Ce qui, soit dit en passant, a diminué au cours des 30 dernières années, passant d'environ 1 minute et demie pour un adulte moyen à environ 4 secondes. Donc, notre capacité d'attention a énormément diminué à cause de cette intervention constante d'une source extérieure. Et au cas, on peut dire que la source extérieure la plus influente en matière d'attention, c'est les réseaux sociaux. Donc, j'utilise toutes les connaissances expérientielles que j'ai pour créer de nouveaux modèles. J'apprends aux gens à communiquer avant tout avec eux-mêmes en apprenant à écouter, comme je l'ai dit. Et ici, il ne s'agit même pas de questionner la curiosité. En fait, l'investigation est un processus très spécifique où l'on apprend à mettre en place un questionnement constant qui est basé sur la critique et le jugement et la nécessité de mettre les choses dans une case, que le phénomène qui entre dans votre esprit conscient soit potentiellement menaçant ou non. Parce que apprendre à discerner, c'est de ça dont je parle. Et donc, mes expériences m'ont amené à développer des techniques que j'utilise pour aider les gens à comprendre leur fonctionnement à un autre niveau, sous un angle différent. Et cela nous amène à la réalité quantique de la séparation sujet-objet. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on a tellement l'habitude d'être critique dans le jugement, le sujet qui est constamment dans le contrôle, qui suppose qu'il sait déjà toutes les informations présentes. Et sinon, c'est lui qui dirige l'intérêt, voire la nécessité d'explorer, de découvrir et d'obtenir un certain résultat, surtout s'il s'agit d'un succès. Donc, si vous regardez ce que j'appelle les qualités élémentaires, la qualité du feu, qui est beaucoup utilisée dans l'industrie du sport, et ensuite, elle a été adoptée par le secteur des affaires. Il s'agit des buts et des objectifs et de la manière de les atteindre. Donc, nous parlons de l'objectif, de la direction, de la détermination, de la réalisation et du succès. Ces 5 qualités sont le feu en nous et elles sont toutes liées au masculin, elles sont yang, elles concernent toute la performance et elles peuvent facilement être adoptées ou remises en question et il y a de la compétition. Et ces qualités sont vraiment très valorisées dans le monde des affaires. Bien sûr, mais qu'elles doivent être présentes dans le sport parce que le sport est fondamentalement basé sur cela. Et voici la grande différence. Et quand on me demande pourquoi j'ai entrepris ce voyage intérieur et que je ne me suis pas tourné vers quelque chose comme le sport, bien sûr, j'ai aussi fait du sport. J'étais dans l'équipe principale de volleyball, l'équipe principale de football, l'équipe de soccer et l'équipe de rugby quand j'étais au lycée. Mais toutes ces approches sont basées sur la survie et le besoin à travers la compétition de réussir et de prouver quelque chose par la performance. Et les arts internes, comme je les appelle, le voyage intérieur concerne le chemin que vous entreprenez pour apprendre à vous connaître vous-même. Et c'est de cela qu'il s'agit dans le tai chi, le qigong, le yoga, qui sont essentiellement axés sur l'intégration, la guérison, la méditation et le développement de votre force vitale. Donc, lorsque je travaille avec des personnes, je les aide à avoir les modes de fonctionnement qu'elles ont adoptés
à comprendre d'où ils viennent, à examiner à quel point ces modes sont efficaces pour atteindre leur objectif. Regardez l'impact que ces modes ont sur leur santé psychique, mentale, émotionnelle et physique. Et ensuite, j'introduis le concept selon lequel vous êtes une équipe. Et plutôt que le cerveau gauche, pour ainsi dire, le corps mental agisse comme, appelons-le, un surveillant, un gardien de prison, ou peut-être même un dictateur. Nous mettons ce rôle en pause et permettons aux autres portails d'information que nous avons d'entrer en jeu. Nous avons 5 sens, oui, odorat, goût, toucher, vue. Nous avons nos sentiments qui servent d'interface entre les pensées et les sens. Nous avons notre corps physique qui abrite tout cela. Et puis, il a le corps électrique composé de la tension, de l'ampérage, de la résistance, du potentiel hydrogène-oxygène dans le corps. Et ce n'est pas la force vitale. Donc, si vous êtes sur un appareil de maintien en vie et que vous entendez les battements de votre cœur, en gros les bips, il capte des signaux électriques. Donc, quand il cesse, vous êtes cliniquement mort. Donc, l'électricité corporelle est essentielle pour comprendre comment toutes ces différentes parties que je viens de mentionner communiquent réellement entre elles. Donc, il y a beaucoup de choses là-dedans. Donc, je veux juste pour les personnes qui ne sont pas très informées à ce sujet, parce que je pense que ton travail intègre, comme je l'ai mentionné auparavant, la psychologie, les neurosciences et la médecine intégrative. Donc, tu abordes aussi quelques études de cas. Alors, regardons l'étude de cas en particulier. Tu as mentionné les réseaux sociaux comme une grande source de distraction et maintenant on arrive à l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle devient probablement une distraction encore plus grande parce qu'au final, tu discutes avec un modèle de langage et ce modèle de langage va interagir avec toi et t'apporter beaucoup de choses. Par exemple, si je vais voir n'importe quel agent d'intelligence artificielle et que je commence à poser toutes les questions que tu as mentionnées, ça peut créer un mélange complètement fou qui va probablement me rendre encore plus confus. Donc, garde à l'esprit toutes ces approches différentes, traditionnelles et mélangées à l'approche scientifique que tu as spécialement mentionnée. Je sais, c'est que toi, tu es allé jusqu'à connaître et étudier cela dans différentes parties du monde. En fait, tu as entrepris un voyage de découverte à la fois à partir des traditions asiatiques, la sagesse des millionnaires, jusqu'à beaucoup de choses scientifiques que tu as mentionnées, de la physique quantique jusqu'à même le... Il y a beaucoup d'éléments scientifiques qu'ils utilisent. Donc, j'aimerais que tu simplifies cela. Surtout, comment tu intègres ces parcours éducatifs divers et ces connaissances dans ton approche du bien-être mental et de la récupération après un traumatisme en particulier. oui, donc fondamentalement, je pense que nous examinons la différence entre ce que l'on peut voir et toucher, ce qui est physique et mesurable, et donc ce que nous pensons être déterminable. Et ce que tu ne peux pas voir, que tu ne peux pas toucher, qui est métaphysique et qui n'est pas directement déterminé. Tu ne peux pas mesurer ce que tu ne vois ni touches. Tu dois donc utiliser un corollaire ou un analogue. Et l'exemple que j'utilise toujours, c'est que je demande aux gens, feriez-vous plus confiance à quelque chose que vous pouvez voir et toucher qu'à quelque chose que vous ne pouvez pas voir et toucher? Ma question pour vous, c'est un simple oui ou non. Et ce que je constate, c'est que la plupart des gens répondent oui. Évidemment, j'aurais plus confiance en ce que je peux voir et toucher. C'est mesurable, c'est là devant moi et c'est tangible. Oui, alors qu'est-ce qu'on utilise pour voir et toucher? En général, on utilise nos yeux pour voir et le sens du toucher, surtout avec nos mains, pas uniquement, mais surtout. Et en gros, c'est un transfert de photons et d'activité électrique en une image. Donc c'est la mer. Et c'est la même chose ici. C'est l'impact d'un objet. Et le système nerveux capte le signal et envoie ce signal. Quelque chose est rugueux, quelque chose est lisse, quelque chose est chaud, froid, etc. Donc ces deux sens, sans exclure les autres, mais en particulier la vue et le toucher, sont directement liés à nos pensées. Vous voyez quelque chose et une pensée immédiate est catalysée.
Et quand vous touchez quelque chose, il y a une sensation, comme je l'ai dit, ça semble lisse, rugueux, chaud, froid, etc. Maintenant, la question ici est, pouvons-nous voir et toucher nos pensées et nos sentiments? Et dans des circonstances normales, la réponse est, quelle est-elle? Il n'y en a pas. Étant donné nous ne pouvons pas voir ni toucher nos pensées et nos sentiments avec nos yeux physiques, ni avec notre sens du toucher tangible, le sens tactile. Donc, nous utilisons quelque chose que nous ne pouvons ni voir ni toucher pour valider et vérifier ce que nous pouvons voir et toucher maintenant. Cela crée un biais cognitif. Et si ce biais est utilisé comme mode de fonctionnement au quotidien, il devient une dissonance cognitive. Maintenant, ce terme est très important parce qu'il signifie que la capacité à connaître quelque chose, c'est ça, la cognition. Cognius vient du latin, du grec, qui est gnosis, et c'est la façon dont nous utilisons différentes parties de nous-mêmes pour apprendre à nous connaître. Et donc, ce sont des portails d'information. Et s'il y a une dissonance cognitive fondamentale dans la façon dont nous avons décidé de accorder de l'importance, de la valeur et de la confiance à ces sens. Si vous voulez, la vue, le toucher sont directement liés aux pensées et aux sentiments. Ce biais menant à la dissonance signifie que nous sommes en conflit interne avec nous-mêmes. La partie de nous qui observe, elle est une partie qui repose principalement sur la survie. Peu importe à quel point cela peut ne pas sembler sophistiqué, comme si vous poursuiviez quelque chose ou que vous fuyiez quelque chose. Le mécanisme de lutte ou de fuite, la survie, la nécessité de vivre assez longtemps pour pouvoir avoir une expérience qui compte vraiment dans la vie est très puissante et c'est logique en soi. Mais il existe d'autres modes de fonctionnement qui sont plus efficaces et plus performants que la simple survie. En conséquence, la dissonance cognitive nous plonge dans un conflit intérieur. Donc, lorsque nous recueillons des informations, il y a une différence entre ce que nous percevons dans notre précognition et notre subconscient et ce que notre esprit conscient détermine. Vous savez, nous captons environ 20 millions de stimuli par seconde à travers la physiologie directement. Et devinez combien de ces stimuli sont réellement enregistrés dans l'esprit conscient. C'est environ 0,40, donc c'est un ratio de 1 pour un demi-million. Notre esprit conscient est un mécanisme très efficace et performant. C'est en fait un filtre qui empêche ce tsunami d'informations présent dans le subconscient d'entrer dans l'esprit conscient. Mais cela signifie aussi que nous passons à côté de beaucoup d'informations qui existent et si nous pouvons trouver un moyen de contourner ce mécanisme de filtrage, un exemple, c'est lorsque vous prenez du diéthylamide, de l'acide lysergique, cela réduit le processus de filtration et vous recevez peut-être des milliers, voire des dizaines de milliers de stimuli qui entrent dans votre esprit conscient. En conséquence, ce filtre est mis en pause ou relâche sa capacité de filtrage, la diminuant. Disons, donc pendant que je parle, la psychologie examine principalement votre conscient, le préconscient, le subconscient, l'inconscient et l'inconscient collectif. Il y a ensuite l'observateur, mais cet observateur est encore dans une séparation sujet-objet, donc il est toujours basé sur la critique, le jugement, le fait de se voir comme séparé de ce que l'on observe. Et vous fonctionnez dans le rôle de celui qui apprend à connaître ce qu'il regarde, explore ou enquête. Mais il y a ensuite un autre observateur que j'appelle le soi non critique, non jugeant, non personnel, et il est différent. Il est capable de rester avec ce qui est là et de ne pas se laisser entraîner dans une réaction. Au contraire, il évalue ce qui se passe et en fait, plutôt que d'essayer de comprendre ce qui se passe, son rôle est d'établir cette dynamique. L'homéostasie n'est pas seulement liée à la physiologie, il y a aussi une homéostasie de l'esprit et elle évalue constamment la différence entre les pensées et les sentiments et si le corps va passer en mode réaction. Ou en maintenant un espace pour tout ce qui entre. Permettre une réponse signifie, par exemple,
Si vous avez un levier de vitesse au point mort, il peut décider s'il passe en première, en troisième, en seconde ou en marche arrière. Cette neutralité est essentielle et nous appelons cela le calme et la tranquillité intérieure. Cela permet, en étant dans un espace neutre, d'apporter une réponse plutôt qu'une réaction déclenchée. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela nous amène alors à la tradition de la sagesse pour voir les choses. Parce qu'il ne parle pas de préconscient, de subconscient, d'inconscient et de collectif. Il parle plutôt du surconscient, de l'observateur, du soi non critique et sans jugement, du surconscient et du surconscient collectif. Donc j'ai réuni les deux modèles. L'un est la causalité descendante, on peut l'appeler du ciel vers le physique, vers le matériel, et l'autre est la causalité ascendante à partir de la matière. Nous dématérialisons ces énergies, ces fréquences, ces signaux, ces messages, afin que nous puissions comprendre que nous sommes à la fois physiques et métaphysiques en même temps. Nous ne sommes tout simplement pas aussi conscients du métaphysique que du physique, parce que nous avons adopté ce mode de fonctionnement. Les humains, en général, dans la société, ont choisi de se concentrer sur ce fait. Si je suis dans un monde en 3D, mes yeux sont ouverts. Je devrais pouvoir voir et toucher les choses, parce que c'est la modalité qui me fait me sentir en sécurité et à l'aise en 3D. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ferment les yeux et voient des choses, que ce soit une couleur, une forme, ou qui entendent aussi des choses. Et ce n'est pas une capacité surnaturelle ou surhumaine, c'est en fait très naturel et simple. Mais comme nous ne comprenons ni très bien le processus, ni quel est son but, nous ne cultivons pas ces compétences. Nous aurons tendance à cultiver la compétence qui consiste à s'asseoir et à dire, vous savez, vous pouvez vous asseoir et observer quelque chose. Et en observant, nous sommes capables de calculer ce qui se passe. Et selon mes calculs, basés sur des références existantes, je peux déterminer ce qui se passe autour de moi. Et je peux aussi alors évaluer si ce qui se passe autour de moi est potentiellement menaçant ou non, potentiellement positif ou non, potentiellement va m'offrir un avantage, quelque chose qui me met dans une position favorable. Donc, notre esprit conscient agit à partir d'un espace de survie et il le fait extrêmement bien, mais il ne nous permet pas de fonctionner au-delà des limites de cette survie. Et je vais te demander encore une fois, où est l'école où tu vas pour apprendre? Premièrement, à propos de toi. Deuxièmement, apprends comment apprendre plutôt que quoi apprendre. Autrement dit, apprends le contenu, retiens-le, passe les examens, décroche ton diplôme et trouve un emploi. Et puis, troisièmement, le plus important de tout, il y a donc l'apprentissage de soi, ce qu'est l'apprentissage de soi, comment apprendre, ce qui signifie apprendre à discerner et donc à prendre des décisions. Et la troisième partie, la principale, c'est comment vous intégrez ce monde intérieur, cette partie de vous qui est invisible, intangible, avec la partie de vous qui est visible et tangible. Pour que nous ne tombions pas dans le piège de la vie, c'est ce processus que vous traversez. La troisième dimension, c'est le monde tridimensionnel. C'est ardu, c'est lourd, c'est dense, c'est massif, c'est ennuyeux. Et je veux faire les choses d'une manière qui me sorte de cette lourdeur et de cet ennui. Ce qui est, de mon point de vue, la raison pour laquelle nous sommes fascinés par l'intelligence artificielle, parce que notre esprit conscient agit comme une intelligence artificielle. Donc, quand nous la voyons, nous interagissons avec elle, nous l'engageons, nous communiquons avec elle. En fait, nous reconnaissons que c'est ainsi que notre cerveau fonctionne. Il capte au mieux, par exemple, 20% si vous regardez visuellement ce qui est là. Et ensuite, le cerveau formule et crée un ensemble de conditions, soit arbitraires, soit supplémentaires, pour nous aider à comprendre ce que nous regardons, ce que nous observons avec nos yeux physiques. Donc, Constantin, sur ce point. Donc, je veux rendre cela un peu plus interactif parce qu'il y a beaucoup de contexte, je le sais, qui est très intense et il y a beaucoup de couches à ce sujet
Regardons un point que tu as mentionné et que je veux aussi discuter. Donc, par exemple, dans ton expérience, tu intègres beaucoup de pratiques traditionnelles et tu en as abordé quelques-unes dans la partie précédente. Utilisons le zen, l'essence, le yoga ou la thérapie cumulative. Si possible, décris-les brièvement. Comment les intègres-tu dans la compréhension scientifique actuelle de l'esprit et du corps, particulièrement en ce qui concerne la gestion du stress et la récupération après un traumatisme? Oui, donc le Zen Essence Yoga se concentre sur le fait de se placer dans un état où l'on observe sans être réactif, critique ou dans le jugement. Des états qui sont dictés par la survie. Donc, tu trouves littéralement le bouton pause à cet endroit-là. Le but du bouton pause n'est pas de contrôler ou de retenir, mais si tu mets ton mode réactif en pause assez longtemps. Petit à petit, on se rend compte qu'on n'est pas obligé de réagir du tout et on peut apprendre à répondre, puis à réinitialiser notre programmation. Tu ne peux pas faire ça à partir du même état qui crée les problèmes à la base. Ce sont des programmes. Alors, quand les gens te disent des choses comme « explorons notre subconscient », allons dans la potentialité de notre esprit subconscient. Utilisons des idées et des principes quantiques pour nous transformer. Ainsi, tu peux obtenir ce que tu veux vraiment. Je ne vois pas qu'il y ait une précision dans cette approche en ce qui concerne le mécanisme que tu utilises, parce que nous utilisons le même mécanisme qui a créé le problème pour essayer de trouver une solution. Et cela ne nous sort pas du mode de fonctionnement, d'être contrôlé, de ressentir le besoin de contrôler à cause de la peur de perdre le contrôle. Et quand je regarde SO, cela fait des décennies que j'observe l'impact des pensées et des émotions sur la physiologie. Et aussi, tout ce qui ne peut pas être rectifié ou, disons, résolu en 6 semaines, plus ou moins naturellement dans le corps physique, c'est ce qu'on appelle la capacité naturelle de guérison du corps. Et si le corps n'arrive pas à s'en occuper, alors il a besoin d'aide extérieure. Donc, au-delà de ces 6 à 8 semaines, cela devient un trouble chronique. Quel est l'impact d'un trouble chronique? Arthrite, trouble pulmonaire, syndrome de l'intestin irritable ou migraine, peu importe. Quel est l'impact de ces conditions sur votre état psychologique, mental et émotionnel? C'est donc un autre aspect que j'ai exploré d'une manière inhabituelle. Parce que les personnes qui pratiquent les thérapies par la parole explorent fondamentalement les pensées et les sentiments. Et ces modalités d'expression de soi ne prennent pas forcément en compte l'impact que l'interaction a sur votre physiologie. De même, les personnes qui sont physiologistes, qui s'occupent de troubles physiologiques, de techniques de physiothérapie, etc., ignorent l'impact de ce trouble sur l'état psychique et émotionnel d'une personne. Donc, trouver le pont entre les deux était essentiel pour moi et j'ai vu ce pont. Et j'ai vu qu'il y avait un mode de fonctionnement très spécifique à cet endroit. Et une fois que nous comprenions ce qu'était le pont lui-même, nous pouvions le résoudre ou le dissoudre efficacement. En fait, voilà, la séparation sujet-objet, on ne peut pas se dire à soi-même « je ne vais plus être séparé entre le sujet et l'objet », parce que le simple fait de dire cela et de reconnaître qu'il y a une séparation crée une séparation encore plus intense. Donc, nous devons trouver un moyen de lequel est « je le vois » comme un pont permettant à l'information d'une partie de notre réalité de circuler vers l'autre et de commencer cette fertilisation croisée. Et comme je l'ai dit, cela devient un nouveau niveau. C'est un nouveau langage et un nouveau niveau de communication, un nouveau niveau d'échange d'informations et, plus important encore, un nouveau niveau de compréhension de soi, de développement personnel et par la suite d'efficacité et d'efficience dans votre vie quotidienne, vos échanges et vos rencontres, d'abord avec votre environnement et ensuite, bien sûr, avec les gens. Oui, fantastique. Donc, je voudrais aborder maintenant un concept que tu as. Si je veux, commençons par là, car il y a plusieurs niveaux ici. Donc, tu développes des programmes comme maîtrise du mouvement et médecine quantique intégrative. Alors, peux-tu expliquer ces deux concepts? D'abord, Tout d'abord, oui, la maîtrise du mouvement, c'est apprendre en écoutant
en s'ouvrant et en permettant à ce qui est là de se manifester et de s'exprimer, de révéler sa véritable nature à toi. Quelle est la source du mouvement? Nous savons que quelque chose existe parce que ça bouge. Rien n'est statique dans tout l'univers. Et nous pouvons l'identifier. Nous avons localisé un point dans l'espace. Un point dans l'espace est là parce que nous l'avons vu bouger par rapport à, appelons cela un arrière-plan, si vous voulez, de quelque chose de plus statique ou de l'espace qui contient cet objet. Et cela pourrait être une particule de poussière, cela pourrait être une planète, cela pourrait être une galaxie. Mais dans tous les cas, tout bouge. Donc, plutôt que de vous dire, comme dans un sport, je vais faire des exercices pour les biceps, un entraînement mécanique, je vais effectuer un mouvement pour entraîner mon corps. Ce que nous avons examiné, c'est quelle est la source du mouvement. Un exemple est d'explorer, je fais des exercices. Il existe de nombreux types différents, les 5 motifs ou sources de mouvement dans le corps. Et ainsi, le mouvement corps-esprit, tout mouvement qui se manifeste est une expression des pensées présentes, quelles qu'elles soient. Vous laissez votre corps guider par vos pensées, puis vous bougez selon vos sensations. Donc, peu importe que les sensations soient bonnes, mauvaises, positives ou négatives, elles déclenchent un mouvement dans le corps. Ensuite, il y a la sensation mouvement du corps, tout ce que vous percevez par les 5 sens, entendre, sentir, goûter, toucher, voir. Et puis, il y a le mouvement du corps énergétique. On peut donc l'appeler force vitale ou corps électrique. Est-ce aussi simple que le mouvement du corps-corps? Qu'est-ce que c'est? Faire l'expérience de la densité, de la masse, de la physicalité, de la matière de votre corps et permettre à cela de vous guider. Et à chaque fois que les gens font cet exercice, ils ont au moins pour la première fois, dans la plupart des cas, une expérience d'eux-mêmes depuis une perspective très, très différente. Et donc, beaucoup des exercices que je propose sont conçus exactement pour cela, pour permettre à quelqu'un d'avoir une expérience de lui-même depuis une perspective différente. Pas seulement un point de vue différent, mais un espace différent. L'intérieur devient extérieur et l'extérieur devient intérieur. Le plus grand devient le plus petit et le plus petit devient le plus grand. Votre dynamique d'action poussée et faire avancer les choses et prouver, pour ainsi dire, c'est le yang. Et il y a la dynamique de rassembler et d'accumuler, d'apaiser et de vous ramener à la paix. C'est le yin et expérimenter ces dynamiques sans forcément utiliser le langage traditionnel ou conventionnel d'une tradition de sagesse. Le problème, c'est que si vous ne venez pas de cette tradition de sagesse, vous n'avez pas de référence. Sans référence, il est difficile de savoir à quoi nous avons réellement affaire. Donc, j'utilise un langage beaucoup plus simple et plus générique, de façon générale. Pour tout être humain, pensée, mouvement du corps et sensations sont liés. Ce n'est ni religieux, ni philosophique, ni doctrinal. C'est très simple, visible et tangible. Donc, la maîtrise du mouvement, c'est apprendre à maîtriser toutes les formes de mouvement. Votre pensée, vos sentiments et vos sens sont un mouvement. Le corps électrique vous fait bouger et votre corps physique est constamment en mouvement. Donc, j'appelle cela de l'énergie en mouvement. C'est votre émotion. C'est parce que les gens me demandent souvent quelle est la différence, de mon point de vue, entre une émotion et un sentiment. Et c'est là que réside la différence. Il y a un processus synergique avec les émotions. Et donc, vous posez ensuite la deuxième question. Désolé, c'était la maîtrise du mouvement. Et l'autre concerne la façon dont vous avez défini la médecine intégrative quantique. Oui, donc quantique, simplement dans ce cas, je fais référence à ce qui se passe à plusieurs niveaux, et donc la médecine intégrative. Encore une fois, parce que nous avons besoin d'entendre les choses, en fait, entre 15 et 22 fois avant de vraiment les comprendre. En raison de la façon dont notre cerveau est structuré et fonctionne, cela n'a rien à voir avec l'intelligence. Il retient constamment des informations comme un espace de stockage interne. Et il y a ce processus de vérification de mes références et de recoupement pour voir si ce que j'ai compris est vraiment ce que j'ai compris. La médecine intégrative quantique est exactement ce système qui intègre l'allopathie,
la médecine occidentale traditionnelle avec les médecines complémentaires, alternatives et traditionnelles d'autres cultures. Fondée sur la science avec une plateforme utilisant des dispositifs basés sur 6 formes d'énergie. La lumière inclut les diodes, laser, infrarouge. Le son peut être des ultrasons, termes isochrone, battements binauraux, reprogrammation du cerveau, électricité. Bien sûr, on ne met pas les doigts dans la prise. Nous l'utilisons sous forme de microcourant, de thérapie par microcourant de fréquence ou d'appareil stimulation électrique transcutanée des nerfs. Les aimants. Nous pouvons utiliser les aimants seuls ou en combinaison avec des champs magnétiques. J'ai tout cela au centre. Ensuite, le Tesla Plasma est l'appareil qui convertit en fait soit 110, soit 220 volts en environ 30 000 volts, mais il n'y a pratiquement pas d'ampérage, c'est quelque chose comme 0,1 ampère. Donc, vous ne recevez pas de choc électrique, mais vous ressentez bien la stimulation. Donc, cela rend les énergies stagnantes dans le corps, l'activité électrique dans le corps, mobile. Et enfin, il y a les ondes radio qui peuvent aussi être utilisées dans des processus thérapeutiques comme la radiothérapie. La chimiothérapie, elle est aussi utilisée, surtout pour le cancer. Donc, en regardant cette interface donc, qui est visible, tangible, mesurable, répétable, déterminable, entité, elle agit comme un bon pont, sans doute le seul pour le moment, entre l'allopathie et les médecines complémentaires, alternatives et traditionnelles, qui reposent beaucoup sur des phénomènes qui ne sont pas faciles à expliquer en termes allopathiques. Cela a-t-il du sens? Très intéressant. Je souhaite conserver beaucoup d'éléments pour le récit. Question essentielle actuellement. Et bien sûr, tout cela représente des podcasts entiers. Mais donc, tu as fondé Horacy Health en 2008 dans le but de combiner tous les domaines dont nous avons parlé. Donc, surtout l'innovation scientifique avec les pratiques de guérison traditionnelle. Alors, tout d'abord, décris et présente à notre public ce qu'est Horacy Santé et un peu le rôle que jouent les diagnostics dans les traitements et comment guides-tu toutes ces différentes choses et les soins personnalisés proposés par Horacy Santé. Donc, responsabilité sociétale des entreprises signifie vision en grec ancien, où le mot ou la première partie ORA comme oracle, quelqu'un qui parle et qui active en fait l'élément visionnaire en nous-mêmes. Et le but du centre, qui m'est venu comme nom, est d'attirer les gens à venir et à développer la vision nécessaire pour se comprendre eux-mêmes dans la vie, pas seulement à partir de la le but du centre est d'attirer les gens qui développent une vision permettant de mieux se comprendre dans la vie au-delà de l'approche conventionnelle. Je vais voir un thérapeute, un médecin spécialisé dans les accidents vasculaires cérébraux parce que j'ai un problème qui me dérange. Le médecin examine et dit « Oui, s'il vous plaît, dites-moi quels sont vos symptômes » parce qu'on ne va pas normalement chez le médecin juste pour prendre une tasse de thé. Souvent, quelque chose vous dérange et vous cherchez la vraie cause de ce trouble. Donc, il y a 3 facteurs ici, peut-être 4. Mais le premier, c'est que nous remettons notre pouvoir au médecin qui représente ou au thérapeute et à l'autorité. Le deuxième, c'est en remettant. Donc, mes problèmes sont tous sur un plateau. Docteur, vous êtes l'expert. Faites ce qu'il faut, l'évaluation, le diagnostic, etc. Et aussi régler ça pour moi. Le docteur ne peut rien faire tant qu'il ne constate pas que quelque chose vous dérange. Donc, vous pourriez avoir des douleurs et le docteur va passer par de nombreux processus de diagnostic différents et dire, écoutez, cela fait 6 semaines, et cela a été le cas d'après les études de cas que j'ai faites avec des personnes. Et nous avons absolument tout vérifié dans votre corps et nous ne trouvons rien de physiologiquement anormal chez vous. Donc, nous ne savons pas ce qui cause cette douleur. Ça doit être dans votre tête, c'est-à-dire, c'est un problème psychomental ou émotionnel. Donc, la nécessité d'un diagnostic basé sur un certain type de symptômes. Le troisième point, c'est que nous nous concentrons sur la diminution, voire l'élimination du symptôme à tout prix, quel que soit le processus. Le quatrième point, c'est, donc allons-y, le client, je les appelle clients, mais le patient ne fait pas partie du processus. Ils sont cet organisme qui attend d'être traité parce qu'il y a un problème apparent qui cause une perturbation. Si, après le premier comprimé,
qu'on vous donne comme expérience ou comme tentative d'atténuer votre douleur ou le symptôme, vous vous sentez bien. Le docteur dit « Très bien, merci, partez, j'espère ne plus vous revoir ». 2 semaines plus tard, un autre symptôme apparaît et vous revenez. Je n'ai plus mal à la tête, mais j'ai maintenant des douleurs ou crampes à l'estomac. Donc, au lieu de traiter le patient simplement comme un organisme qui a un trouble auquel il faut trouver une solution. Même si c'est temporaire, nous ne regardons pas la cause et l'effet. C'est là qu'il y a un autre problème. C'est donc le 5e problème, point ou différence dans mon approche. Le 6e, donc, c'est que je considère le patient comme un voyageur. C'est un client, mais il part en voyage avec moi. Je ne suis efficace et efficient que dans la mesure où le client est prêt à prendre ses responsabilités. Au final, ce n'est pas moi qui vis dans leur corps, mais eux. Donc, je considère que c'est à eux de comprendre ce qui se passe, pourquoi les choses ont mal tourné, et précisément à cause de ce que j'ai dit plus tôt. Nous ne comprenons pas la relation entre ce qu'il y a dans notre tête, nos sentiments, et l'impact que cela a sur notre physiologie. De même, quelque chose a déjà mal tourné à cause du stress, des tensions et d'une infection sous une forme ou une autre par des germes ou un micro-organisme. Quel est l'impact sur nos pensées et sentiments? Donc, cette interface est une danse très, très subtile et pourtant aussi très puissante, qui a lieu en ce qui concerne la façon dont nous nous comprenons, ce que nous décidons comme chemin pour entreprendre ce voyage, afin de gérer ce que nous avons compris, comment nous apprenons à prendre nos responsabilités. Et enfin, le patient devient alors le client. Le client devient l'élève. L'élève devient le voyageur. C'est de là que je viens. Donc, c'est la différence dans la façon dont j'aborde le voyage de la maladie vers le bien-être, je devrais dire. Et c'est une différence essentielle. Et il y a un processus d'éveil qui doit clairement avoir lieu. Tout d'abord, ce n'est même pas que je présente un nouveau paradigme, bien que si vous n'avez jamais vu cela auparavant, ce sera clairement différent au moins. Mais je fais juste tomber les voiles. Comme vous dites, il y a beaucoup de couches en nous. Nous sommes un être à plusieurs couches et la physique quantique consiste à explorer les nombreuses couches qui composent ce que nous sommes. Et voici la différence fondamentale. Tu es un qui. Nous avons été élevés pour être un qui. Le frère, la sœur, le mari, la femme, la mère, le père de quelqu'un, etc. Donc, les rôles que nous jouons dans la vie quotidienne, c'est le soi social humain. Et puis, il y a ce que tu es. Ton organisme va au-delà des rôles que nous jouons et ces rôles ont peu ou pas d'impact sur le sentiment d'équilibre et d'harmonie de l'organisme. Et il se met constamment dans ce processus d'homéostasie dynamique, pas statique. Donc, je veux toucher à cela. Donc, docteur Pasteur, l'une des choses, principalement ce que vous venez d'aborder à l'instant, c'est forme. Je dirais que cela fait partie de la série bleue, la série plan de vie. J'adore ce concept et je pense que c'est un élément clé, surtout si l'on regarde comment nous intégrons l'intelligence artificielle dans notre vie, dans notre travail mental. L'un des plus grands défis actuels est d'intégrer l'apprentissage, la construction, le changement, l'adaptation et la création d'une vie souveraine. Parce qu'au final, le travail tel que nous le connaissons se dématérialise, l'emploi disparaît et la carrière s'effrite. Donc, ce genre d'exercice que vous apportez avec cette série Life Blueprint ou You Life Blueprint est plus important que jamais. Donc, tout d'abord, si vous pouviez contextualiser cela dans la perspective de l'intelligence artificielle. Et comme vous l'avez dit, le cerveau humain est, bien sûr, pour le moment, c'est en quelque sorte la façon dont nous avons façonné nos cultures, nos dynamiques, nos systèmes éducatifs et comment nous intégrons cela avec tout ce qui est physique, psychologique, toutes les parties énergétiques que nous essayons de gérer. Mais j'aimerais voir, surtout pour les personnes qui nous écoutent, et nous avons un public d'entrepreneurs, de startups et de différents secteurs. Tu es allé très loin techniquement sur beaucoup de sujets, mais j'aimerais aborder cette partie du plan de vie
que je pense être très importante pour nous tous. Ouais, le plan de vie, eh bien, on l'appelait le plan directeur, d'ailleurs. Ensuite, il y a l'empreinte de vie et le cosmoprint. Il y a donc 3 niveaux. Le plan directeur vise simplement à étudier notre constitution génétique. Car quand on parle du karma et de l'héritage, c'est vrai, cela passe par les gènes. Et vous pourriez être le fils ou la fille de 2 artistes ou musiciens de génie, et donc vous avez une prédisposition à développer la musique. Mais d'une manière ou d'une autre, vous finissez par devenir médecin parce que quelque chose se passe dans votre réalité vécue qui n'a pas activé ces gènes spécifiques. Pour t'avoir exploré et enquêté et développer les compétences musicales, cela ne veut pas dire que cela ne peut pas arriver plus tard dans la vie. La prédisposition est là, mais la manifestation ne se produit pas. Et donc, c'est votre plan de base. Cela examine la relation entre ceux avec quoi nous sommes nés. Donc, c'est le caractère, c'est ce avec quoi nous arrivons et nos prédispositions à travers les gènes. Et ensuite, ce que nous en faisons, c'est la personnalité. Et ce sont essentiellement les compétences en communication. La capacité à se développer, à s'épanouir dans la société, dans la vie quotidienne, les compétences qui sont nécessaires pour, vous savez, développer une carrière et la base de connaissances, les instructions et ainsi de suite. Donc il y a cette interaction constante entre ce avec quoi vous êtes venu et ce que vous en faites. Je travaille avec des triangles. En bas à gauche, le domaine intérieur, à droite, le domaine extérieur, au sommet, le domaine supérieur. Et ces deux-là interagissent constamment en fonction de l'identité. Maintenant, l'identité elle-même, et nous y accordons beaucoup d'importance. Nous avons des cartes d'identité, nous avons un niveau spécial d'identité appelé le passeport qui, en gros, vous permet de passer par des ports, des portes, des niveaux de contrôle dans différents pays. Mais l'identité n'a que 3 fonctions. Et une fois que nous réalisons cela, nous commencerons à ne plus y accorder autant d'importance. Sa fonction est de filtrer les informations qui viennent du subconscient vers l'esprit conscient, de les organiser. Sinon, ces informations restent dispersées et fragmentées, sans contexte ni signification, puis vous les définissez. Vous mettez une étiquette et reconnaissez que l'information est passée de votre subconscient à votre conscience. Le subconscient est immense en termes de stockage. C'est une archive massive, pas infinie, mais presque en termes de quantité d'informations, c'est énorme. Et donc, en donnant autant de pouvoir à notre identité, au point de dire « je ne ferai confiance qu'à ce avec quoi je m'identifie ». Donc, si quelque chose se manifeste et que tu ne t'identifies pas à cela, au mieux, si tu n'es pas quelqu'un qui réagit, ça passe. Une personne qui réagit, en gros, cette information va dans la boîte de l'inconnu. Mais si tu réagis, oublie l'inconnu. C'est une menace potentielle. Je n'aime pas cette sensation et je vais réagir. Donc, l'empreinte de vie regarde ça, toutes ces dynamiques. Elle me regarde en tant que personne. C'est ce que tu accumules. Le moi, c'est ce que tu as acquis au quotidien. C'est la personnalité, le caractère et, pour moi, le sens de soi. L'ego n'est pas mauvais, c'est juste le sens de soi. Mais si vous avez tracé un cercle autour de cela en disant, c'est à la fois qui je suis et ce que je suis. Je m'identifie comme étant un joueur de football ou un entraîneur ou un musicien ou un politicien, etc. Alors nous limitons notre capacité à grandir. Et c'est de cela qu'il s'agit avec l'empreinte de vie, l'empreinte qui nous permet d'interagir avec la vie elle-même, la vie étant une entité à part entière. Si nous ne comprenons pas cela, nous suivons simplement ce qui nous a été transmis, généralement ce que nos parents nous transmettent. Ou bien nous choisissons de nous en détacher et essayons de vivre notre propre vie. Mais dans les 2 cas, que cela nous soit transmis et agisse comme un ensemble de valeurs superposées ou que ce soit quelque chose que nous avons rejeté, nous rejetons cela et nous empruntons un chemin pour essayer de développer notre propre sens de l'identité. Dans les 2 cas, nous passons à côté de l'expérience de vivre, de voir, d'entendre à travers les yeux et les oreilles de la vie elle-même en tant qu'entité.
C'est vraiment dommage, car c'est là que la vie laisse son empreinte. Mais la première, c'est le plan, votre plan. Ensuite, il y a l'empreinte de la vie. Quelle empreinte avons-nous? Empreinte est un terme très important. Ce sont des archétypes. Je suis sûr que vous en avez entendu parler. Le terme désigne les empreintes originales. Dipo, c'est une empreinte et il est un commencement ou un meneur. Et donc, nous utilisons des archétypes pour essayer de comprendre les phénomènes paranormaux et métaphysiques. Et ils servent de pont entre notre sens intérieur de nous-mêmes, la façon dont nous nous sommes vécus et ce qui se passe à un niveau plus vaste. Donc, par exemple, nous pouvons utiliser des archétypes sociaux. Le héros, le combattant, un sauveur, une victime, l'amata. Tout ceci sont des archétypes connus à la fois dans le contexte psychologique et dans la vie quotidienne. Mais le langage du subconscient est inversé par rapport au langage du conscient, ce qui signifie que tout ce que cela veut dire dans votre esprit conscient n'est en fait que symbolique et métaphorique. Donc, par exemple, le combattant concerne la lutte parce que la base de ce triangle a ses racines dans l'instinct de survie. Oui, et c'est évidemment l'instinct de rester en vie assez longtemps, et c'est la force vitale qui nous permet d'égaler et de gérer cet instinct de survie. Donc, le combattant, quand on regarde quelqu'un, oui, on ne veut pas être submergé par les difficultés et la lourdeur de la vie. Alors tu te bats, et si tu réussis dans ton combat, tu ne restes pas un combattant. Dans la réussite, tu deviens un héros. Maintenant, dans les deux cas, combattant ne veut pas dire que tu te bats contre ce que la vie t'a lancé, mais tu résistes en fait au flux de la vie dans le subconscient. De même, le héros, j'ai réussi, oui. Donc, les gens autour de moi ont littéralement reconnu que j'ai traversé des difficultés. J'ai relevé beaucoup de défis et j'ai réussi. J'ai surmonté ces défis et je les domine maintenant. Mais en ce qui concerne l'archétype, il s'agit de reconnaissance, de se reconnaître soi-même et de reconnaître sa valeur pour qui l'on est et ce que l'on est. Donc, le langage du subconscient est très différent de celui de l'esprit conscient. C'est le point clé que je veux souligner ici. Pour revenir à l'empreinte de vie, d'abord le plan lui-même, moi-même et moi, les sujets, les objets, etc. Ensuite, l'empreinte de vie, entrer en relation avec la vie. Il faut obligatoirement franchir les 2 premières étapes pour accéder au Cosmoprint. C'est un point clé. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui n'ont pas compris le côté lumineux parce qu'elles ne le considèrent pas comme statistiquement significatif. Ils veulent aller directement au cosmique, ils veulent aller directement à l'éternel, ils veulent aller directement au divin, et ils apprennent toutes les techniques et informations à leur disposition pour construire ce pont. Donc, ils passent de la lutte physique quotidienne pour la survie et essaient d'obtenir l'émancipation des fardeaux tridimensionnels, du monde tridimensionnel et de la lourdeur, et de devenir un avec l'universel et Dieu. Et donc, il y a une étape très importante. C'est en fait plus qu'une étape. C'est un immense gouffre qu'il faut franchir. Et c'est l'empreinte de vie elle-même. Vous êtes en 3D pour cette raison. Vous êtes dans un corps en 3D, dans la vie, dans une vie tridimensionnelle, dans le but d'intégrer, faire descendre l'esprit dans la matière et prendre la matière et la raffiner et lui permettre de croître et de s'étendre et d'incorporer tous les autres niveaux de votre conscience à travers la conscience elle-même. Donc, pour rebondir là-dessus, regardons maintenant, bien sûr, le plus grand défi auquel l'humanité est confrontée en ce moment. Donc, à mesure que nous entrons dans toutes les nuances de l'intelligence artificielle, comment nous intégrons la technologie dans nos vies, toute la rapidité d'intégration des connaissances et ainsi de suite. Donc, j'aimerais aborder cela du point de vue de SO. Il y a l'utilisation de l'intelligence artificielle, le neurofeedback et toutes ces technologies émergentes, même la mécanique quantique commence à apparaître. Selon votre expérience en observant la médecine traditionnelle, quelle technique avez-vous étudiée, Butch? Je sais que vous voyagez dans le monde entier pour apprendre cela, de l'Inde au Moyen-Orient, en Europe de l'Est et en Afrique.
Comment voyez-vous cette continuité de la sagesse humaine appliquée à toutes les différentes choses que vous apportez en ce moment, quand il s'agit aussi de votre savoir scientifique et de vos connaissances, ainsi que du travail chez Oracy Health? Eh bien, comme je l'ai mentionné plus tôt dans la conversation, j'ai distillé et extrait l'essence de tout cela. Certaines traditions les appliquent dans un contexte clinique en utilisant un langage et une terminologie scientifique, ainsi que des techniques thérapeutiques et médicales pour le développement global de la personne. Donc, je ne me concentre pas simplement sur le fait de s'identifier à un symptôme et ou à une condition, puis d'essayer de résoudre le symptôme ou la condition. Mais aider la personne à voir que le symptôme et la condition ne sont que la pointe de la pointe de la pointe de l'iceberg. Donc, vous êtes assis sur un iceberg et vous allez vers le 1% de l'iceberg alors qu'il y en a 90% sous l'eau de toute façon. Et au moment où une personne commence à voir et à comprendre la grandeur de sa propre personne, combien de choses sont impliquées? Cela nous aide à ne pas nous prendre trop au sérieux, mais à prendre notre vie au sérieux. C'est-à-dire donner plus de valeur, ajouter plus de sens et créer un sens qui vous permettra de vous concentrer et de recevoir la qualité de vie plutôt que la quantité. Le grand fossé que je vois qui a été établi ou qui résulte d'une perspective très physique, basée sur le physique, c'est le matérialisme lui-même. Même le mot quantique, il s'agit d'une quantité, c'est quelque chose que l'on peut voir et toucher, c'est un quantum, une quantité. Et en fait, il y a des décennies, j'ai moi-même inventé l'expression, c'est physique des qualums. La physique quantique nous aide à comprendre les énergies sous forme de quantités discrètes. À l'origine, la théorie des couches de Niels Bohr, puis la compréhension de Schrödinger, selon laquelle quelque chose peut être dans un état et dans un autre en même temps. Et ensuite, les théories de la superposition. Une demi-douzaine de grandes théories ont développé la mécanique quantique. Dans le domaine de la physique, j'en ai tiré ce que j'appelle la vision et la réalité quantique du monde. Ce qui signifie que, oui, les choses existent à plusieurs niveaux, qui peuvent être vues, expérimentées, définies, mais il est extrêmement difficile de voir et de définir une qualité. Donc, nous savons que quelque chose peut ne pas être quantitativement grand ou impressionnant, mais qu'il est qualitativement significatif pour nous, et cela fait toute la différence dans une expérience. La qualité de l'expérience nous permet de réellement vivre une expérience complète, au lieu d'essayer constamment de la mesurer. Nous avons adopté et acheté l'idée que un monde très basé sur le physique est ce que nous avons avec l'avènement de l'intelligence artificielle en particulier. Mais disons simplement que l'informatique, le système binaire est maintenant l'intelligence artificielle, où nous avons des centaines de milliers, voire maintenant des millions de calculs de points de données par seconde. Quel est le but et l'objectif de tout cela? Les humains ont changé simplement parce qu'ils ont une carte de crédit. Vous avez un mécanisme pour faire des recherches et vous pouvez faire défiler, scanner et surfer sur Internet vers des mécanismes d'achat et interagir avec l'environnement extérieur à travers le physique. Et nous considérons cela presque exclusivement comme notre mode de fonctionnement. C'est devenu une extension du système nerveux, surtout pour la génération Z et la génération alpha. Si vous parlez à des plus de 40 ans, ils ont vécu cela. À une époque où nous n'avions pas ces téléphones portables, nous n'avions pas la complexité du système qui existe aujourd'hui avec un iPhone ou un téléphone sous Android. Et donc, leur interface n'était pas virtuelle. Vous utilisez toujours vos sens, quelque chose qui existe depuis des millions d'années. Il y a une reconnaissance ancestrale grâce à l'interface que nous avons maintenant, qui a été introduite. Elle est virtuelle et l'élément virtuel est ce qui nous éloigne encore plus de la réalité. Ça s'appelle la réalité virtuelle. Donc, personne ne ment à ce sujet. Mais quand on remet notre pouvoir à quelque chose,
que ce soit d'un point de vue divertissement, fascination ou curiosité. Mais cela nuit à l'expérience de soi à plusieurs niveaux à travers un processus intégratif. Et si nous pouvons aller au-delà du simple apprentissage automatique, où nous entrons une commande à ChatGPT ou Gemini, peu importe l'application ou le programme, et entrer dans une interface totalement immersive, totalement interactive et totalement engageante, où nous apprenons sur nous-mêmes, par nous-mêmes et à travers nous-mêmes. Grâce aux mécanismes créés pour faciliter ce processus, l'intelligence artificielle peut alors être un outil très positif de mon point de vue. Mais si nous remettons simplement notre pouvoir à un mécanisme qui, en réalité, nous extrait quelque chose, ou qui nuit à notre capacité d'être spontané, innovant et créatif, je ne pense pas que ce soit nécessairement la meilleure voie à suivre en termes d'apprentissage et de croissance intérieure. Donc, enfin, je pense que nous sommes là depuis presque 2 heures. J'ai encore beaucoup de choses à dire, je crois. Faisons comme si c'était la première prise. Alors, tu abordes beaucoup de choses ici. Donc, et bien sûr, il y a beaucoup de niveaux à explorer. Je pense que tout le monde qui écoute cette interview devra probablement l'écouter 2 fois pour saisir tous les différents niveaux. Et nous mettrons beaucoup de références à certains de tes travaux et à certaines de tes recherches. Donc, en tant que chercheur et scientifique constant, je dirais aussi guérisseur et chercheur, quelles sont les attentes, surtout pour la prochaine génération de leaders et de praticiens qui intègrent le modèle dont tu as parlé? L'un des grands défis de la médecine est sa fragmentation entre tradition, présent et futur, et comment ces choses peuvent réellement améliorer notre mode de vie, notre vie, Stina, disons-le comme ça. C'est en fait un concept que j'aime beaucoup. Alors, quel conseil donnerais-tu aux jeunes, aux personnes d'âge moyen, ou même à ceux qui ont des difficultés avec leur bien-être personnel aujourd'hui? Et les défis concernent aussi bien le personnel que le professionnel. Et aussi, s'il y a une étude de cas avec Horacie où cette fusion a eu un impact transformateur sur le bien-être de quelqu'un, c'est essentiel. Chacun cherche à améliorer son bien-être, mais cela devient à la fois plus accessible et plus complexe. Donc, c'est aussi une question de comment vous êtes, je dirais, avec la persévérance et la discipline pour créer cela, mais aussi créer un équilibre entre toutes les nuances que nous sommes. En train de discuter. Eh bien, quoi, toi? Commençons par le bien-être et les nuances, car ce sont en fait des facettes. Ce ne sont pas des aspects secondaires ou tertiaires moins importants de nous-mêmes. Donc, les différentes parties de nous-mêmes forment un tout. Cela doit au moins être examiné d'une certaine manière et, plus important encore, vécu. Et à moins que nous puissions faire cela, nous resterons dans la fragmentation. Donc, la priorité numéro 1 au ROC est d'aider les gens à trouver et à identifier le facteur unificateur en eux-mêmes, cette partie autour de laquelle tout gravite et qui leur donne un sentiment de but et de sens à un niveau expérientiel et non pas une idée menant à un espoir, un rêve, un souhait, un désir. Parce que tout cela, non pas que ce soit mauvais ou faux, mais cela ne mène pas à l'intégration. En général, cela nourrit simplement le fantasme et aussi une fragmentation supplémentaire. Donc, le conseil fondamental aux jeunes, c'est, comme je l'ai dit, avec cette interface, l'interface de réalité virtuelle comme partie, comme extension de leur système nerveux. J'observe le développement des technologies. Le financement suivra bientôt. Nous sommes en train de mener cette recherche et ainsi nous pourrons utiliser la technologie, cette même technologie qui a créé ce sentiment de séparation et de fragmentation. Et peut-être qu'on peut simplement parler d'une réalité alternative qui ne mène certainement pas à une expérience de toute leur réalité, seulement partielle, si vous voulez. Et je dis, utilisons la technologie de façon thérapeutique, voire homéopathique, pour qu'elle devienne le mécanisme même, une interface, le véhicule et le réceptacle, qui permet l'intégration du sens de soi. C'est pourquoi je l'appelle ce qu'il y a de plus haut en nous, car il est le plus élevé et profond. Peut-être que dans les traditions
de sagesse, on pourrait parler de l'esprit et du plus profond, qui est votre nature essentielle et qui nous relie à la terre et à la mer, ainsi qu'à ce sentiment de soutien que nous recevons des mondes tridimensionnels. En comprenant et intégrant ces deux principes, nous pouvons alors le voir. Ce avec quoi nous traitons à l'extérieur de nous n'est pas quelque chose qui fait et peut nous éloigner de nous-mêmes, mais que nous utilisons en réalité pour nous rapprocher de nous-mêmes. Cela signifie guider les gens à comprendre que ce qu'ils utilisent réellement est un mécanisme d'expansion et non de fragmentation. Lorsque vous avez un point focal, alors les choses peuvent tourner autour de lui. Mais si vous n'avez pas ce facteur commun, alors les choses bougent de manière arbitraire, de façon spontanée. Ce n'est pas que cela pose un problème, mais nous nous manifestons dans la 3D, dans l'ordre, et non dans le chaos pour apprendre à nous connaître. Et lorsque nous nous manifestons dans le chaos, cela nous éloigne davantage de notre sentiment de sens personnel. Mais nous sommes dispersés, nous sommes fragmentés, donc nous ne savons pas vraiment qui nous sommes, parce que notre qui est en conflit avec notre quoi. Sautons-nous, je parlais du quadlatwa tout à l'heure, et je vais conclure en disant que ce que nous sommes est une dynamique interactive en expansion constante, non statique, ouverte, et non un système fermé. Matrice, énergie et information. Nous sommes cette matrice, nous sommes une interface entre la Terre et le cosmos. Et une fois que nous voyons et comprenons cela mieux, et que nous adoptons une partie de ce paradigme particulier, cela agit comme un pont intégré entre votre monde intérieur, votre monde extérieur et les mondes plus vastes. Et mon conseil, tu as demandé qu'est-ce que je recommanderais. Oui, ce n'est pas un conseil, mais c'est une recommandation. J'écoute les jeunes, j'ai remarqué, disons, la génération Z, les générations alpha, en particulier, ils ont grandi avec la technologie. Nous devons considérer le fait que la religion est tout ce qui relie les gens et leur donne un sentiment de stabilité. Unis, nous tenons bon, et divisés, nous tombons. Et je n'ai jamais vu de force dans la vie plus grande que la religion que nous avons aujourd'hui, qui est la science. La science est la nouvelle religion présente partout. C'est le facteur commun, peu importe votre religion, basée sur la foi, votre philosophie, votre perspective, votre système de croyance, vos désirs, vos souhaits. Nous utilisons tous la technologie. Si ce n'est pas un téléphone, c'est l'électricité, c'est le gaz. C'est une forme quelconque de ressources qui a été extraite de façon synthétique et grâce à la technologie. Pour moi, la science est la nouvelle religion et je plaisante en disant que Google est le nouveau Dieu. Vous pouvez vous asseoir et prier Dieu quand vous avez une question. La plupart des membres de la génération Z et des alphas iront sur Google pour obtenir une réponse en quelques secondes. Donc, c'est le concept, je ne dirais pas le principe de la gratification instantanée. Tu te souviens peut-être de l'expérience réalisée à l'université Stanford dans les années 70. On disait à un enfant, je peux te donner une friandise maintenant, ou si tu attends 5 minutes, tu en auras 2. Je pense que plus de 90% des enfants voulaient la friandise immédiatement. C'est quelque chose d'ancien, c'est lié à la survie, c'est un gène ancien. Ce gène dit satisfaction immédiate, parce que je ne sais pas si dans 10 minutes, je serai encore là, je ne sais pas si ce sera encore là. Donc, le besoin de satisfaction immédiate doit être comblé d'une manière très importante. Cela signifie du contenu dans un contexte. Donc, contextualiser toutes ces informations, toutes ces connaissances est extrêmement important pour l'expérience. Parce que si nous n'avons pas d'expérience, apprendre à travers une expérience, comme on l'appelle évidemment, moi, j'appelle ça l'apprentissage expérientiel. Et nous ne pouvons pas grandir intérieurement et nous développer au-delà des limites de notre dimension tridimensionnelle. Monde. Eh bien, ça va être fantastique. Beaucoup de matière à réflexion. Je pense que pour les personnes qui nous écoutent, nous allons essayer d'expliquer certains de ces concepts ou que vous soyez en train de nous écouter ici. Et je pense surtout que ce serait probablement la dernière chose. Quels sont les meilleurs moyens pour te trouver? Docteur Constantin, et si les gens veulent interagir avec vous?
Parce qu'il y a beaucoup de savoir, de sagesse et aussi de provocation pour ceux qui nous écoutent. Parce qu'il y a tellement, non seulement de couches, mais aussi un véritable plan de connaissances qu'il est important de mettre en œuvre. Ce n'est sans doute pas enseigné à l'école et même moi, j'apprends encore ces termes en faisant des recherches. Donc, probablement la dernière chose, c'est où penses-tu que les gens peuvent en savoir plus sur toi, apprendre à te connaître et interagir avec Toi, ils pourraient aller sur les sites web que nous avons, horacihealth.com. La santé mentale s'intéresse spécifiquement appelons-les, des techniques qui aideront les gens à gérer le stress, les crises de panique, le trouble du déficit de l'attention, etc. En gros, une solution aux tensions liées à la santé mentale, mais pas seulement, bien sûr. Et si les gens sont intéressés par l'application de l'intelligence artificielle, ils peuvent aller sur Horacy Health, DATAVIVCOM, et là, ils verront l'intégration entre l'apprentissage totalement immersif, interactif et engagé par opposition à l'apprentissage automatique. Et nous avons de nombreux domaines que l'on peut étudier et plus de 110 modules. Donc, au lieu de cela, de passer 3 à 5 ans à étudier des mathématiques complexes ou la programmation, vous pouvez utiliser un système d'exploitation existant. Apprenez-le en 6 semaines, puis vous commencez à développer vos propres programmes. C'est donc une approche très différente. Et ce n'est pas seulement axé sur un ou deux domaines, comme c'est le cas avec certains autres systèmes similaires. Mais ils ont tendance à se concentrer principalement sur un domaine particulier, comme le sport ou la construction. Et si on nous donne du contenu, nous pouvons créer un cours pour les gens en 6. Eh bien, en 2 semaines, ce sont essentiellement des cours de 6 semaines. Puis ils deviennent des cours de 36 semaines. Fondamentalement, je crois qu'on n'a pas besoin de passer 3 à 5 ans à l'université ou à apprendre des informations sur la programmation que l'on peut extraire. C'est un système hybride entre l'éducation formelle qui dure 3 à 7 ans et l'éducation non formelle qui peut aller d'un jour à 6 semaines. Et l'hybride nous permet d'extraire l'information clé, centrale, essentielle. Mais comme nous faisons tout le travail nous-mêmes dans la programmation et que nous développons réellement notre propre cours, vous pouvez gagner tout en apprenant. Et plus important encore, notre programme est également axé sur la création d'un système de stage afin que la personne aille directement vers un emploi sans avoir à chercher un travail. Et nous cherchons à créer ces relations avec des employeurs dans différents pays, en particulier en Inde à ce stade, parce que mon partenaire est actuellement basé là-bas, à Delhi. Et au lieu, comme je l'ai dit, de passer 5 ans dans une institution à étudier, vous ne passez que moins d'un an. Le reste du temps sert à acquérir l'expérience professionnelle. Ça. Comment appliquer ce que vous avez appris et développer les compétences nécessaires pour communiquer dans un contexte professionnel pour votre apprentissage, votre croissance et le développement de votre carrière. Il y a donc aussi d'autres informations que nous pourrions consulter sur The Horacy Health, que nous allons bientôt réactualiser, car il y a de nombreux cours. Plus de 20 d'entre eux ont été créés au cours des 3 dernières décennies dans le but de favoriser la croissance, le développement personnel et le parcours de réalisation de soi d'une personne. Voilà donc ce qu'il y a sur le site. Pour l'instant, c'est vraiment impressionnant. Merci, Dr. Constantin Pavlidis, pour ce voyage à travers les aspects du bien-être, de la guérison et des soins de santé alternatifs et toutes ces différentes disciplines combinées que nous allons explorer en profondeur dans la prochaine série. C'est un domaine que je souhaite moi-même présenter au public. Et c'est essentiel pour la façon dont nous améliorons le développement personnel, la croissance personnelle, ainsi que toutes les intégrations avec la technologie et les affaires dont nous avons parlé ici. Merci pour ce moment. Cette inspiration était les recherches que nous partagerons avec notre public. Et pour les personnes qui nous écoutent, je vous invite à vous engager et à apprendre, car il y a beaucoup de choses. Au moins, sortez des sentiers battus et essayez de comprendre toutes ces différentes choses. Merci beaucoup, docteur. Dr. Constantin Pavlidis.
Merci beaucoup. Je veux dire, c'est évidemment un échange intense et je vous suis très reconnaissant pour votre patience. Et j'espère que cela a été intéressant et que ça le sera d'une manière ou d'une autre. Aider les gens à voir les choses sous un angle différent et, espérons-le, les encourager à explorer autre chose que ce à quoi ils sont habitués. Merci, oui, merci. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos questions ou un sujet que vous souhaitez aborder la prochaine fois dans la section des commentaires. Nous lisons tous vos commentaires et adapterons nos prochaines vidéos selon vos retours. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo.